Bonsoir à tous. Merci de vous connecter à ce podcast premier du genre. Nous voulons une plateforme, vous le savez déjà, qui permet d'échanger entre des jeunes d'une part qui réussissent de façon remarquable leur carrière médicale et d'autre part, des jeunes qui se posent encore des questions, parfois des étudiants en médecine, des jeunes médecins qui se posent des questions quant à la voie à suivre. Nous voulons voir plus de médecins africains se hisser au sommet et réussir leur carrière médicale. Nous voulons vous aider à choisir la voie qui vous convient le mieux afin de vous préparer aux difficultés et pièges qui vous y attendent. Pour ce 6e podcast, j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Fatoumata Adel Barry. C'est la première femme que je reçois sur mon podcast. Le docteur Barry est médecin et écrivaine. Elle se définit comme scientifique et poétesse. Le docteur Barry travaille actuellement comme gestionnaire de programmes de recherche à l'université Johns Hopkins Médecine aux États-Unis. Elle est auteure multiprimée, elle écrit des poèmes, elle a écrit une œuvre qui est notamment très connue, En attendant minuit, chez les éditions du Net. Elle fut consultante indépendante pour de nombreuses institutions de recherche de santé publique en Afrique de l'Ouest, au Niger et aux États-Unis, dans le département de santé publique de Johns Hopkins, pour d'autres organisations internationales, notamment l'UNICEF. Elle a travaillé également comme consultante en communication pour le VIH, pour l'ONG Animas Foundation. Elle a également travaillé comme consultante indépendante pour la coopération italienne. C'est tout simplement extraordinaire et impressionnant pour une jeune médecin. Docteur Fatoumata Barry, bienvenue sur mon podcast. Merci Gafar, ça fait très très plaisir. Je suis très contente d'être sur ton podcast et j'espère ne pas être qu'il y aura beaucoup d'autres femmes qui vont suivre. Très bien, oui, je l'espère aussi, et c'est une invitation aux femmes qui sont intéressées et qui aimeraient partager leur expérience. Elles peuvent également me contacter. C'est moi qui ai contacté le docteur Barry, mais n'hésitez pas à me contacter si vous voulez partager votre expérience. Et peut-être que le docteur Barry identifiera d'autres femmes que je pourrais inviter sur mon podcast. Ok, on en discutera après. Avec grand plaisir, oui. Très bien. Alors, le docteur Barry est titulaire d'un master en santé publique, MPH, in Public Health System, in Health System and Policy de l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Elle est également, discutera plus tard. Et bien entendu, elle est titulaire d'un doctorat d'état en médecine de l'université Abou Moumouni au Niger. Alors, éducation très impressionnante. Je vous ai déjà décrit son parcours. Sans plus tarder, nous allons commencer notre interview. Alors, nous allons d'abord explorer le parcours de Dr Barry. Si tu me permets, je t'appelle Barry pour que ça aille plus facilement. Très bien. Alors, première question, je vais droit au but. Ok. Barry, comment se fait-il qu'une poétesse se retrouve en médecine? Comment est-ce que quelqu'un qui a l'âme d'une poétesse, d'une écrivaine, se retrouve en faculté de médecine à Abou Moumouni? Très bien. Alors, rétrospectivement, je vais juste répondre que toute la médecine, c'est de la poésie. Le corps humain, c'est de la poésie. La physiologie, c'est de la poésie. Tout ce concours, je suis extrêmement fascinée, encore étant médecin, comment les organes travaillent, comment ils travaillent en concertation, comment tel organe qui ne fonctionne pas bien, les autres vont prendre le relais, etc. C'est de la poésie. Mais si je retourne, bien sûr, je suis allée en médecine, j'étais poète. Je pense que moi, j'ai grandi avec des livres. Dans ma maison, il y avait beaucoup de livres et ma mère m'a offert la première carte de bibliothèque qui a changé ma vie. Et je me sentais bien quand je me retrouvais avec des livres. Et j'ai grandi, j'étais une fille qui ne parlait pas beaucoup. Je suis une Peul, les Peuls sont beaucoup réservées. Et donc, le fait d'être réservée, qui ne parle pas beaucoup, ayant grandi avec des livres, je trouvais fascinant la capacité d'écrire ce que je sentais. Et je trouvais fascinant la capacité aussi de faire que ce soit joli. Donc c'est pour ça que moi je suis tombée amoureuse de la poésie et de tous les livres de poésie que je lisais.
Donc ça, c'était avant que moi j'obtienne mon baccalauréat et que j'aille faire médecine. Et il se trouve que j'étais bonne élève. Et les bons élèves, surtout quand ils sont bons élèves dans les matières scientifiques, en général, on les suggère d'aller en médecine. Donc moi, ce n'était pas le choix personnel de dire, moi je vais aller faire médecine. En effet, moi je voulais faire diplomatie. Parce que ça a un peu attrait à la littérature, mais aussi au voyage, etc. C'était un peu fantasmé. Mais moi, je suis allée en médecine parce qu'on me l'a recommandé, parce que j'étais bonne élève, et que, etc., etc. Et donc, je suis allée en médecine. Ça n'a pas arrêté parce que je pense qu'être poète, lire ou écrire de la poésie, tout ce qui est en rapport avec la lecture et l'écriture, ça fait partie de moi. Si j'étais partie faire télécommunication, ça aurait été pareil. Si j'étais partie étudier un autre domaine, ça aurait été pareil en fait. La poésie allait rester et je pense que j'avais tellement de chance de pouvoir avoir cet exutoire-là. J'étais en médecine quand les choses étaient difficiles, la poésie était là pour moi. Même dans la vie courante, quand les choses sont difficiles, la poésie est là pour moi. Il suffit que je remets cette casquette de poète, que je me retrouve à écrire et puis tout devient limpide, tout devient beaucoup plus intéressant. Donc, la poésie était là avant la médecine, les deux ont cheminé ensemble et même si je n'avais pas été en médecine, la poésie allait rester. Donc, c'est un concours de circonstances que les deux soient ensemble parce que bon, j'étais bonne élève, on m'a recommandé médecine et puis en plus j'ai accepté, je suis allée en médecine. Mais la poésie était là avant et elle aurait cohabité avec n'importe quel métier que j'aurais choisi. Voilà. Ok, y compris les lettres. Très bien. Absolument. Maintenant, comment est-ce que tu t'es débrouillé pour concilier les deux et actuellement dans ta vie professionnelle, est-ce que le fait que tu sois poète t'aide au quotidien ou en tout cas t'aide dans tes fonctions de santé publiciste? Absolument, absolument. Comme j'ai dit, la poésie, non seulement elle fait partie de moi, mais c'est la partie qui me reçoit quand je ne vais pas bien, c'est la partie qui me reçoit quand j'ai besoin de sortir de tout ce monde-là. Donc, je suis en médecine, je suis de garde, c'est dur, je viens, j'écris un poème. J'aime quelqu'un, je n'arrive pas à l'exprimer, je viens, j'écris un poème, je me sens bien avant même de le partager, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai fait cette réflexion, j'ai assisté à beaucoup d'événements à l'international et il y en a parmi ces événements où par exemple j'étais invitée et je sens juste cette belle émotion de me retrouver dans cet événement et j'écris spontanément un poème et je me permets de le partager avec les gens et je voyais comment c'était un feedback qui était beaucoup plus positif. En 2014 ou 15, je me rappelle plus, 15 ou 16, j'étais à Montréal pour un sommet de jeunes. Et à la fin, on a fait 2 ou 3 jours. Et les derniers jours, j'avais tellement une émotion forte que j'ai écrit un poème. Et j'ai dit à l'organisateur, est-ce que ça vous dérange que je le lise en remerciement? C'est un poème qu'ils n'ont pas oublié. Pareil, il y avait la Société de gynécologie au Niger qui a organisé un congrès. Moi, j'étais étudiante en médecine. Out of nowhere, moi, j'ai écrit un poème et puis je l'ai partagé. Les gens pleuraient dans la salle. Donc ça m'a permis de me connecter à des gens qui ne sont pas des poètes. Rien qu'il y a 2 semaines, j'étais à Cotonou. On avait 3 jours de workshop et il y avait une dame extraordinaire que je n'avais jamais rencontrée. Donc la dame, elle prend le micro. Je l'ai côtoyée pendant 3 jours, mais le dernier jour, elle partageait son expérience, tout ce qu'elle a créé en santé publique. Elle est dans la santé publique, absolument, il n'y avait pas de poète et tout. Et il y avait cette émotion, je dis waouh, mais je suis inspirée, impressionnée. Pendant qu'elle parlait, j'étais en train d'écrire un poème. Et j'ai demandé à une collègue dans la salle, j'ai dit, ça vous dérangeait de lire ce poème en remerciement à la dame? Les gens s'en rappellent. Je suis allée à un sommet de Global Health, complètement santé l'année passée, c'était en Pennsylvanie. Et j'ai présenté bien sûr mes recherches de santé publique, psycho-oncologie, advocacy et tout. À la fin, j'avais écrit un poème sur la conciliation de la santé mentale et des patients cancer. Parce que c'était un domaine sur lequel j'ai travaillé pour ma thèse et qui m'intéresse. Et j'ai lu ce poème. J'ai oublié ça. Donc, je me retrouve à collaborer avec ces mêmes personnes de la Jordanie. Et on essaye de se rappeler, j'étais là. Et il a fallu juste que quelqu'un dise, mais c'est elle qui a fait le poème. Et puis, ça a tout de suite connecté. Ils se sont rappelés. Donc, je pense que
ça me fait énormément plaisir de le faire sans le partager. Mais en plus, en le partageant, c'est devenu même un véhicule pour moi de pouvoir exprimer et on va aller partager la joie et l'expression que je ressens à d'autres personnes. Et bon, apparemment, ça fonctionne parce que les gens s'en rappellent. Non, très bien. Non, formidable. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as un parcours unique. Tu as un parcours remarquable. C'est out of the box, right? Hors des sentiers battus. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des médecins qui font poésie, qui partent faire santé publique. Alors, une question pour toi, Barry. Qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré? As-tu un modèle que tu essaies de suivre? Techniquement, pour allier les trois, je pense pas que j'ai eu un modèle de personne qui faisait les trois. C'est vrai que j'avais beaucoup lu, il y avait un diplomate qui écrivait beaucoup et qui était aussi médecin, donc je lisais un peu. Je pense que c'est des personnes séparées, mais moi-même, il a fallu plus tard pour que je puisse faire une connexion de ces trois choses-là. Mais la poésie, elle était là. En fait, c'est l'écriture en général, pas seulement la poésie. L'écriture, poésie, nouvelle, etc., elle était là. Maintenant, aller faire santé publique, c'est ce côté artiste qui m'a manqué en médecine. C'est ce qui m'a amené en santé publique. Vous avez mentionné que j'ai fait un diplôme de communication. Je me suis ennuyée en médecine, pas parce que c'était pas dur, pas parce que moi-même, je n'étais pas en train de me battre ou de sentir à quel point c'est extrêmement dur. Mais je me suis ennuyée dans la joie d'étudier quelque chose ou de faire quelque chose que j'aimais. Je suis créative. Donc, quelqu'un qui écrit, qui fait de la poésie, c'est quelqu'un de créatif. Donc, on a besoin de créer nos mots, on a notre façon de penser qui est un peu différente de la pensée rationnelle carrée qu'il faut en médecine où on te donne les symptômes, tu les vomis à l'examen. On te donne le syndrome, tu cites les éléments du syndrome. Ouais. Voilà, donc tu as un syndrome, tu vas demander des examens complémentaires, tac, tu as un diagnostic. C'est vraiment... Et on ne fait pas de la créativité dans la vie humaine. Tu peux pas être aux urgences, tu fais de la créativité, tu vas tuer quelqu'un. Donc, et la façon dont la médecine est enseignée, où il faut être carré, ça ne me convenait pas, mais moi je ne le savais pas, mais j'étais juste inconfortable. Et comme j'étais inconfortable, je ne trouvais pas ma place. Il fallait que je déambule, tu vois, il fallait que je fasse autre chose, il fallait que je me suis dit, ok, je vais aller étudier la communication, je vais voir ce que ça va donner juste parallèlement. Et ça m'a fait plaisir d'aller faire quelque chose à part. Donc, c'est le fait d'être une personne créative que je n'ai pas retrouvée en médecine qui m'a fait... J'étais déprimée littéralement et c'est quand j'ai découvert la santé publique que je pouvais créer des programmes de santé, que je pouvais créer un projet de santé et que justement en santé publique, il n'y a pas une ligne claire, il n'y a pas, il n'y a pas une recette claire. On peut étudier les systèmes de santé, on l'applique différemment, même pas dans différents pays, même dans la même région, la manière dont on applique certaines choses dépend du contexte. Donc, il y a toujours de la créativité là-dedans. Donc, c'est quand j'ai découvert, j'ai dit, waouh, il y a cette discipline liée à la santé, en plus qui complimente la médecine générale que moi j'ai étudiée, qui peut me faire aimer le fait que je puisse être créative. J'étais la personne la plus heureuse. Et donc là, j'ai dit, ok, en ce moment, je savais vers la fin de ma médecine que j'ai trouvé ce que je veux faire après. Ça ne va pas être de la médecine clinique, de l'hôpital, des urgences et des gardes, mais ça va être quelque chose d'un peu plus créatif et en plus qui va profiter à plus d'un patient. Parce que nous, chez nous, les patients, c'est la population générale. Ce n'est pas un seul patient qu'il faut diagnostiquer, c'est le global. Donc, c'est comme ça que je suis allée de médecine à santé publique, mais le catalyseur a toujours été la personne créative que j'étais. Il était indispensable pour moi d'être épanouie dans le travail et la fonction que je choisis de faire. Non, parce, voilà qui est clair. On découvre une Dr Barry dans toute sa créativité. Alors, Barry, peux-tu nous parler un peu de tes œuvres pour qu'on connaisse un peu tes différentes œuvres? Oui, alors, En attendant minuit, tu l'as mentionné, c'est un recueil de nouvelles, de 12 petites nouvelles un peu différentes, mais qui s'emboîtent dans différents thèmes. Et En attendant minuit, parce que la première nouvelle du livre s'appelle En attendant minuit, et c'est l'histoire d'une jeune fille qui parle, c'est une histoire qui parle d'excision, d'amour, mais aussi des conséquences de l'excision.
Et je suis allée jusqu'à extrapoler que justement, avec l'excision, on peut transmettre par exemple le VIH à un enfant qui n'a rien demandé, etc. Donc ça, c'était la première nouvelle du livre. Et puis il y a d'autres nouvelles beaucoup plus gaies qui parlent par exemple de ma ville, Niamey, où j'ai rencontré une jeune dame rwandaise qui venait au Niger pour la première fois et qui me demande mais c'est quoi Niamey? Mais je n'étais pas satisfaite de la réponse que j'ai donnée. Et en plus, je me suis rendu compte que ayant grandi à Niamey, je ne voyais pas moi la possibilité d'explorer cette ville comme si je ne la connaissais pas. Et donc, j'ai écrit cette lettre pour un peu décrire les facettes de la ville. Il y a beaucoup d'autres nouvelles aussi sur Mandela. Il y a une nouvelle aussi où je parlais à un écrivain, un de mes écrivains préférés. Je suis allée acheter son livre. Je devais choisir entre acheter le livre avec le dernier billet que j'avais ou marcher pour rentrer chez moi des kilomètres. Donc, c'était des histoires comme ça que j'ai écrit. Mais le livre est venu après que j'ai eu un prix national de nouvelles qui était totalement pas du tout planifié, mais vraiment pas du tout. J'écris une première nouvelle comme ça, j'envoie un concours, on m'appelle, on a un troisième prix, je dis ah, ok. Et après je retravaille, j'ai des mentors qui m'ont aidé. Au Niger, il y en a un, paix à son âme, Kadri Koda, il y a une autre au Burkina d'ailleurs, Sophie Edikam, grande écrivaine, poétesse burkinabé qui m'a mentorée. Et après cette époque-là, on va dire cette journée-là de un an, donc j'ai commencé à écrire d'autres nouvelles et je les ai rassemblées. Je les ai publiées aussi avec le mentorat et puis les conseils de certains écrivains dont je suis très très reconnaissante. Après, il y a eu un recueil de poèmes et là je ne suis pas seule. C'est Open Society Foundation qui a lancé, for West Africa, qui a lancé un concours de poésie et qui demande aux jeunes de réinventer l'Afrique avec de la poésie. Donc moi j'écris, je dis bon on ne réinvente pas, on va repenser, voilà. Et on a fait une très belle résidence d'écriture sur l'île de Gorée. Wow. Oui, et là le livre a été préfacé par Véronique Tadjo, par Britton Bach. Et puis après un autre recueil de poésie dont certains textes ont été déjà publiés. Et puis une autre anthologie dont je suis quand même très contente de me retrouver dedans. C'est un éditeur français qui a décidé Bruno Doucet, qui a voulu faire une anthologie avec beaucoup de textes noirs, des auteurs noirs d'Afrique, des Caraïbes et tout. Et puis moi, j'ai eu la chance que mes poèmes se soient retrouvés dans cette œuvre collective avec des grands noms quand même dans le même livre, Maya Angelou, Toni Morrison, Alain Mabonkou, Louis-Philippe d'Alembert. Donc ça, voilà, ça un peu de façon à ramasser ce que... Voilà. Puis des nouvelles de part et d'autre qui ne sont pas forcément dans un livre précis, mais qui sont publiées. Non, impressionnant, impressionnant. Et Barry, des œuvres en attente de publication, des œuvres que tu es en train de préparer pour bientôt, ou c'est la surprise? Oui, parce qu'il y a quand même un recueil de poèmes qui est très cher à mon cœur, qu'il faut absolument, que je n'ai pas trouvé. Je pense que c'est juste pas le temps, mais le déclic, les auteurs aiment bien que tout s'emboîte. Donc, je pense que je vais le publier bientôt. Et puis, un roman assez intéressant que moi-même, je prends plaisir à écrire. Donc, peut-être l'année prochaine, en vue, on va dire. Wow, wonderful, wonderful. Alors, Barry, on va maintenant regarder comment est-ce que tu t'y es pris pour te former aux États-Unis. Raconte-nous comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as appris lors de ce parcours-là pour le Fulbright. C'est un grand parcours de combattant parce que, comme j'ai dit, je savais que je voulais faire santé publique, mais en plus, j'avais décidé que j'allais le faire dans une université anglophone. Donc, il me fallait ça. Donc, Fulbright, j'ai candidaté pas plus d'une fois, hein, parce que mon anglais était terrible. C'est l'anglais que nous, on nous apprend à l'école. Donc, ça, on comprend un peu quand c'est un prof d'anglais du Niger qui parle, tu comprends. Mais quand c'est quelqu'un qui a un accent britannique, américain, c'est complètement à côté de la plaque. Donc, le premier problème pour moi, parce qu'il fallait quand même que j'étudie dans une université anglophone, il fallait que mon anglais puisse être au moins à la hauteur. Et j'ai compris tout de suite que
j'avais les bases avec l'anglais que j'ai reçu. J'avais de très bonnes notes en anglais pendant le collège, le lycée. Et j'avais la base, mais il me fallait le pratiquer. Et comme j'étais à Niamey, c'était une ville francophone, j'avais décidé que les quelques personnes que je connaissais qui parlaient anglais, d'arrêter de me parler en français. Ça, c'était un point. Le deuxième point, c'est que je suis allée chercher des personnes qui m'inspirent dans un domaine précis, mais qui parlent anglais, sur YouTube, tiens-toi bien. Et j'allais, puisque la connexion coûte cher aussi au Niger, donc j'allais chaque semaine chercher, fouiller un sujet qui me passionne, expliqué par quelqu'un qui m'inspire. Je télécharge et je vais écouter la même vidéo ou le même podcast tous les jours, 7 jours sur 7, 20 minutes par jour, je pense que je l'ai fait pendant 7 mois. Je ne chante pas, que je sois à Niamey, en voyage quelque part, à l'école, en brousse. J'avais ça, c'était mon moment à moi, il fallait que je le fasse. Et je me suis assurée, parce que j'ai quand même beaucoup lu des livres sur comment installer de nouvelles habitudes et tout, j'ai lié cela à quelque chose dont je suis certaine de faire chaque jour. Donc, ce qui veut dire que le matin, quand je prends ma douche, c'est là que je mets play et j'écoute. Ou bien, quand je m'habille, je m'apprête pour aller travailler ou étudier, whatever. C'est en ce moment que je clique play et j'écoute. Parce que qu'il pleuve, qu'il neige tous les matins, je vais quand même me laver. Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais quand même m'apprêter pour sortir. Maintenant, les week-ends, même si je ne sors pas cette matinée, c'est devenu même une habitude aujourd'hui, même après que j'ai appris l'anglais. Donc ça, c'était un premier point pour moi. Ensuite, maintenant, les universités. J'avais un folder sur mon ordinateur. Tu ouvres, jusqu'à présent, il y a le nom de toutes les universités auxquelles j'ai candidaté. J'ai envoyé des candidatures à, je pense, 3 universités canadiennes pour la bourse Mastercard. Ils me disent, mais vous avez déjà un doctorat en médecine, on ne peut pas vous donner une bourse pour faire un master. Je dis, ok. J'ai postulé à Liège, Université libre de Bruxelles, il y avait la bourse ARES, ils ont dit non. 2 fois, je dis ok, il n'y a pas de souci. J'ai postulé à, je ne sais plus c'était quelle autre université, c'était pas le bon deadline, ça n'a pas fonctionné. J'ai postulé à l'University of Global Health Equity du Rwanda. Je suis allée jusqu'à peut-être la dernière phase. Le jour où je prenais le test, j'étais en brousse, je travaillais en brousse, Internet ne fonctionnait pas, j'étais super pas contente, ça n'a pas fonctionné. Fulbright, deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. 2020, ils ont annulé parce que c'était Covid. J'ai repostulé et que finalement, après tout ça, j'étais quelqu'un qui n'abandonne pas et qui ne me décourage pas. Et quand on me dit non, c'est pas la fin du monde, je m'améliore et j'ai repostulé. C'est comme ça que je suis venue à Johns Hopkins. Et je n'ai pas choisi Johns Hopkins. Le plus beau dans tout ça, c'est que en 2018, j'étais venue pour faire le Mandela Washington Fellowship. C'était à Atlanta. On est venu à Washington pour un sommet, mais je voulais visiter Johns Hopkins. Donc, je suis allée, j'ai visité. Quand on m'a dit combien coûte l'année à Johns Hopkins, j'ai tout de suite abandonné le rêve. J'ai dit, ok, même si je vends tous les moutons de mon village, je ne pense pas que je pourrais payer tout ça. Et donc, je suis partie. C'est Fulbright qui a décidé qu'ils allaient ils allaient envoyer une demande d'admission à Johns Hopkins pour moi. Donc, jusqu'à ce que j'obtienne peut-être quelques 2 ou 3 mois avant ma rentrée, moi, je ne savais pas que j'allais aller à Johns Hopkins. Mais je le voulais plus que tout. Je le voulais vraiment plus que tout au monde. Et donc, je reçois, on me dit, tu as été accepté dans telle université, tu as tel nombre de jours pour choisir. À ce jour, je ne sais pas le reste des universités où j'ai été acceptée parce que je n'ai pas lu l'email jusqu'à la fin. J'ai vu Johns Hopkins, j'ai juste répondu, j'ai dit je choisis Johns Hopkins, le reste c'est pas mon problème, j'ai pas regardé. Donc c'est comme ça et j'ai eu raison de vouloir cette université parce qu'elle a tout ce dont il me fallait et elle a confirmé beaucoup de choses que pour moi, j'étais pas dans le bon environnement pour pouvoir comprendre à quel point c'est important de faire différentes choses aussi parce que c'est des gens qui valorisent le fait de faire différentes choses, le fait d'avoir des parcours atypiques, le fait de conjuguer différentes compétences, pas forcément dans la santé, pour pouvoir avoir un bon résultat. Donc, j'ai vraiment eu raison de vouloir venir dans cette université-là. Non, ça c'est clair. Aux États-Unis, ça c'est très valorisé. Qu'on soit multitask, qu'on ait différentes compétences, comme tu l'as dit. Alors, dans ta réponse, j'ai noté 2 choses. Premièrement, j'ai noté l'anglais.
Depuis que j'ai commencé ce podcast, pardon, l'anglais revient de façon permanente. Alors, c'est une invitation aux jeunes qui nous suivent. Si vous voulez aller loin, travaillez votre anglais. Ouais. Deuxièmement, tu as dit que tu as lu des livres qui t'ont permis d'installer certaines habitudes. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu peux parler peut-être d'un livre qu'on va recommander à nos éditeurs et même à moi-même, parce que on dit les habitudes ont la peau dure, c'est bien de pouvoir installer des habitudes pour s'améliorer. Oui, alors, les livres, c'est la question la plus difficile quand on demande à quelqu'un qui lit de citer un livre, you know. Mais je pense que le premier livre quand même qui m'a le plus marqué dans la vie, c'est le livre de l'alchimiste de Paulo Coelho. Ok, ça je l'ai lu. Oui, c'est un livre C'est un incontournable. c'est un incontournable et c'est pas forcément un livre qui te dit comment installer une habitude ou Non, quoi que ce soit, mais c'est un livre fondamental dans la capacité à faire rêver quelqu'un, à oui. croire que son rêve a un sens, a une réalité dans l'absolu, mais même dans l'imaginaire. Mhm. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que quand on a ce rêve-là, à chaque fois, tu vois, il y a des gens, il y a des circonstances qui viennent ramener la personne sur la bonne direction. Et Mhm. souvent, même les échecs, combien de fois on m'a dit non? On me dit non, tu as un doctorat en médecine, on ne peut pas te donner une bourse pour faire santé publique. Tu vois, je suis sûre qu'on va me prendre ici, mais Internet décide que ça ne va pas fonctionner. Ouais. Tu vois, donc il y avait toujours ces choses-là, ces gens-là. Donc, L'Alchimiste, si vous n'avez pas lu L'Alchimiste, c'est un livre incontournable que je recommande. Et le livre dont je parle, c'est le livre de Charles Duhigg, The Power of Habit. Ok. C'est, c'est un livre de développement personnel, mais beaucoup plus axé sur la science et les faits. Donc, le livre explique un peu comment est-ce que les habitudes, on installe les habitudes, comment les habitudes se forment, et toute la science derrière et les études scientifiques, etc., qui ont été faites. Donc, c'est un livre assez intéressant et fascinant qui explique un peu tout ça. Donc, il y a aussi d'autres livres, mais je pense que ça, c'est un livre que je recommande. Moi, je l'ai lu en anglais, mais il existe aussi en français. Je pense que c'est Le pouvoir des habitudes. Ok. On l'avait lu dans mon club de livres peut-être il y a 2 ans ou 3 ans. Il y a 3 ans ou 4 ans, je pense. Donc, c'est un livre que je recommande sincèrement. Et puis, il y a un livre c'est une psychologue, elle est prof de psychologie à Stanford. Elle s'appelle, je partagerai ce livre si j'arrive à me rappeler. C'est un livre qui parle de succès. Tout de suite, son nom vient de m'échapper. C'est une prof de psychologie à Stanford. Et c'est une dame qui explique aussi comment est-ce qu'on... Voilà, the mindset. C'est un livre qui parle du mindset. Et c'est un livre qui explique le mindset fixe et le mindset qui évolue. Donc, quand quelqu'un a un Growth mindset, mindset. Yeah. growth mindset, exactement. Donc, elle explique Mhm. que le fixed mindset n'évolue jamais parce que, quelles que soient Oui. les compétences, on se dit qu'on n'a pas la capacité d'évoluer. Alors que le growth mindset voit dans toutes les opportunités une façon d'aller au-delà, d'apprendre, etc., etc. Donc, ce livre aussi est extrêmement important pour comprendre que l'anglais, aujourd'hui, on n'a pas le bon niveau. Mais quand on continue, quand on prend les vraies stratégies qui marchent pour nous, parce qu'il faut le rappeler, peut-être ma stratégie ne va pas beaucoup fonctionner pour quelqu'un d'autre. Mais moi, j'avais les bases. Il me fallait travailler l'écoute. Il me fallait travailler le parler. Et donc, en écoutant et en parlant avec des gens, c'était un peu plus facile pour moi après 7 mois. Et le fait aussi de savoir que moi, je n'aime pas apprendre des choses qui ne me fascinent pas, par exemple. Donc, pour moi, l'apprentissage de l'anglais devait forcément aussi être fascinant. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'apprendre des gens qui me fascinent. Je donne un exemple. Maya Angelou est une auteure noire américaine que j'adore, quand elle parle, je suis fascinée. J'ai lu ses livres en français, je suis retournée les lire en anglais. Donc, quand j'ai une vidéo d'elle de 30 minutes sur YouTube où elle fait une conférence, mon objectif premier, c'est d'apprendre l'anglais en l'écoutant. Mais au-delà de ça, j'apprends des choses qu'elle est en train de dire, qui vont, moi, m'intéresser sur la vie, sur l'écriture. Pareil pour une dame qui était une CEO qui m'intéressait. Donc, c'était d'une pierre deux coups. Le fait même de venir écouter tous les matins, en réalité,
L'anglais était l'objectif principal, mais j'apprenais ce dont ces gens-là parlaient. Je n'écoutais pas quelqu'un parler d'un sujet qui ne m'intéresse pas. S'il fallait que j'apprenne l'anglais avec du football, je n'allais jamais l'apprendre parce que je n'en suis pas passionnée. Il fallait aussi, c'est le fait d'avoir un growth mindset qui te permet de dire que moi, je connais mes limites. Je ne peux pas apprendre quand je ne suis pas passionnée. Je ne peux pas apprendre quand je ne suis pas inspirée. Et il me faut donc rallier tout ça. Et je sais aussi par la science qu'il faut pour que l'habitude puisse, pour que l'anglais puisse fonctionner, il faut que ce soit longtemps dans le temps. Donc, il me faut une habitude. Mais il me faut une habitude, donc il faut que je rallie ça avec quelque chose, une habitude qui est déjà présente. Tu vois. Je dis souvent à des gens, il y a des gens qui disent ils aiment méditer le matin après leur prière. Je dis ok, dans ce cas faites-le. Donc moi je sais que je mêle cet apprentissage le matin parce que c'est quelque chose qui est important. Ma routine du matin elle est vraiment pas différente d'où que je sois. Tu vois, je me lavais, je priais, je veux m'apprêter. Ça je le ferai tout le temps. Tu vois, donc ça c'est ça. Donc c'est ça les 3 livres, L'Alchimiste, The Power of Habit de Charles Duhigg et puis The Growth Mindset. Non, très bien. Merci beaucoup pour la recommandation. Je ne m'attendais pas du tout à entendre L'Alchimiste, mais oui, effectivement, c'est un livre formidable c'est un livre formidable et qui t'amène... C'est Carol Dweck. Voilà, ça me revient. Elle s'appelle Carol Dweck. Carol Dweck. Ok, perfect. Thank you. Quels sont les tu peux nous peut-être partager quelques anecdotes et comment est-ce que tu as fait pour surmonter ces difficultés-là? Le premier truc qui me vient en tête, c'est de s'excuser de ne pas parler un bon anglais. Les francophones, j'observe même dans les conférences, quand un francophone va dans une conférence anglophone, quel que soit le niveau d'anglais, souvent la personne prend le micro en disant, moi-même je l'ai fait, tu prends le micro en disant en prévenant déjà les gens, je suis désolée, moi mon anglais n'est pas aussi, et moi je suis francophone, disclaimer. Alors que le truc c'est que quand quelqu'un parle un mauvais anglais dans un pays anglophone, c'est que cette personne connaît déjà une autre langue et que l'anglais est une seconde langue. Donc, ça, c'est le premier problème pour moi, c'est de me dire, malgré que j'ai appris l'anglais et tout, je viens dans un pays qui est complètement anglophone, avec des camarades de classe anglophones qui sont nés et grandis ici, qui ont l'anglais comme leur première langue de la maison même pas la langue de l'école. Je me suis dit, mais ça risque d'être difficile tout ça, ces cours, est-ce que je suis quand même capable? Parce que je me suis beaucoup posé ces questions-là. Mais ce qui m'a aidé, c'est de dire, tu as quand même appris une deuxième langue jusqu'à venir à ce niveau, alors que tu es francophone, tu viens d'un milieu complètement francophone, qui ne parle pas anglais, c'est déjà un énorme parcours. Et si tu as pu faire ça pour arriver ici, c'est que tu vas aussi dépasser ce problème-là. Donc ça m'a vraiment aidé de me rappeler tout le temps que tu as déjà fait le plus dur. Il ne faut pas sentir que ton anglais est mauvais. Et c'est pour ça que quand je parlais en classe, à un moment donné, je m'en foutais plus du fait que est-ce que mon anglais, il sonne bien ou pas. Je m'assure, je n'ai pas de faute grammaticale. Le reste n'est pas mon problème. Je parle l'anglais comme on me l'a appris. Et d'ailleurs, j'ai même appris que nous qui apprenons l'anglais d'abord à l'école, on parle un meilleur anglais que justement les gens qui sont natifs de l'anglais parce que nous, on a appris l'anglais académique. Voilà. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est le système d'éducation. Donc moi, je viens d'un système d'éducation et en plus de la médecine où j'ai des examens à la fin de chaque semestre. Voilà. Donc toute l'année, tout le semestre, on fait les cours, on va au stage. Mais quand on vient, c'est à la fin d'un semestre, à la fin de l'année, que les examens se passent. Donc, moi, j'ai été éduquée comme ça pendant tout mon parcours. Et là, je viens dans un système éducatif où on a des examens toutes les semaines, qu'il y a des devoirs toutes les semaines. Donc, les 2 premiers mois, j'ai eu énormément de mal à suivre. Parce qu'il faut être tout le temps réactif, il faut tout le temps, j'ai tel cours demain, avant d'aller au cours, j'ai tel devoir à rendre, j'ai tel article scientifique à lire, à analyser avant d'aller au cours. J'ai eu du mal à me rattraper parce que ça fait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, c'est que le prochain cours, on ne va pas comprendre, etc., etc. So it's build up. Donc moi, j'ai eu du mal au début parce que je ne connaissais pas le système. Et il me fallait mettre un agenda, il fallait beaucoup lutter contre ma propre procrastination pour pouvoir m'adapter à ce système-là.
Donc, ça aussi, c'était un mental de me dire, tu es venu jusqu'ici, tu vas y arriver. Et de parler à des gens qui sont passés par là. Malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup de francophones dans ma classe. On était peut-être dans mon master, on était trois personnes qui parlaient français. Deux étaient franco et anglophones. Tu vois, quelqu'un qui vient du Cameroun ou du Rwanda qui parle un peu français, mais qui a aussi de l'anglais. Donc, c'était pour moi de me dire, tu vas y arriver. Je me répétais que ça va aller. Et le fait d'avoir le growth mindset et de me dire, je ne suis pas ici pour impressionner quelqu'un. Donc, je fais le maximum que je peux jusqu'à ce que je puisse arriver à un niveau où c'est satisfaisant. Donc, ce sont les deux points, moi, qui m'ont le plus marqué en termes de challenge quand je suis venue, honnêtement. Et par la grâce du support des gens autour de moi et de ma capacité d'avoir un growth mindset, ça m'a aidé à aller au-delà. Non, très bien, c'est compris. Merci pour de nous préparer à cette difficulté-là. Alors, Barry, tu as fini ta formation. Pourquoi est-ce que tu es aux États-Unis et pas au Niger, pas au Burkina ou au Tchad? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il faut savoir que le master de santé publique de John Hopkins, c'est un master qui est conçu pour des gens qui sont déjà médecins ou qui ont déjà eu de l'expérience professionnelle de santé publique. Donc, c'est un master accéléré et c'est pour ça aussi que ça a été dur parce que c'est un master de minimum 80 crédits, alors que les masters normaux de 2 ans, c'est 60 crédits, 65 crédits. Donc, c'était très condensé et je voulais avoir une année supplémentaire pour en ce moment être encore dans la sphère de John Hopkins, mais pas avec la casquette d'élève, avec tout le stress des examens, pour pouvoir apprendre un peu plus. Parce que je me dis, avant de retourner, je retournerai forcément un jour, il faut que je retourne avec assez de bagages, assez d'expérience professionnelle dans le domaine que je peux aller partager. J'ai commencé un peu de santé publique dans la pratique avant de quitter parce que j'étais humanitaire. Mais moi, j'estime que pour mon propre épanouissement dans mon travail, je vais quand même prendre le temps de travailler ici, d'avoir une expérience professionnelle ici, de construire un bon réseau. Parce que John Hopkins, c'est pas seulement les États-Unis. John Hopkins, on rigole en le disant, mais c'est un aéroport. Sauf qu'on ne reste pas seulement quelques heures. Parce qu'on a toutes les nationalités, on a tous les continents, on a toutes les histoires, toutes les expertises. Donc, le fait d'être dans un environnement comme ça, mais vraiment dans une un peu plus longue durée, ça forme un réseau. Un exemple clair qu'on a vu, c'est que quand il y a eu la crise d'Ebola au Libéria, il y avait un ancien étudiant du même programme que j'ai fait, qui était libérien. Cette personne a appelé sur le réseau de John Hopkins, de ses collègues, de ses anciens profs, ce réseau d'alumni-là, qui l'ont aidé vraiment à aller gérer cette crise-là. Parce qu'en ce moment, il y avait déjà très peu de médecins et santé publique aussi sur les lieux. Donc, c'est un réseau qui est très, très solide et je voulais encore m'imprégner un peu plus de ce réseau avant de vouloir décider à quitter ou à revoir mes plans pour ma carrière professionnelle. Et je voulais aussi avoir une carrière professionnelle internationale avant de rentrer. Voilà, donc c'était pour ça. Ok, non, très bien. C'est bien, donc je suis content de savoir que tu comptes rentrer, partager ton expérience afin que on puisse aider nos pays à se développer. Alors, pour terminer ce chapitre, Barry, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions que tu entreprends présentement pour aider plus de femmes à briller comme toi, pour amener plus de femmes à faire santé publique, pour amener plus de femmes à contribuer à une meilleure santé de nos populations en Afrique subsaharienne? Ça a un peu coupé, Gafar, pardon, je n'ai pas entendu la moitié de la question. Oui, je pense que ma connexion balance un peu, je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors, je disais, quelles sont les actions que tu entreprends présentement pour aider plus de femmes africaines à briller comme toi, pour aider plus de femmes médecins du Niger, du Burkina, de la Côte d'Ivoire à étudier peut-être à John Hopkins ou en tout cas dans de grandes universités. Et qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait plus de femmes qui s'intéressent à la santé publique? Ok, bon, ça a un peu coupé à la fin, mais j'ai compris la question. Ce que je fais, il y a une très belle citation de Marianne Williamson que beaucoup de gens ne connaissent pas en termes de citation de livres, mais ils connaissent cette citation parce qu'elle a été dite dans un film qui est célèbre qui s'appelle Akila Anzabi, Épelle-moi. La citation explique que quand on fait des choses qu'on aime,
quand on laisse cette lumière d'aimer les choses sortir en nous, sans le savoir, on donne la capacité aux autres d'en faire autant. Donc ça, c'est mon premier point. Très bien. Oui, c'est un premier point parce que moi, j'ai été inspirée par énormément de femmes. Donc le simple fait de m'asseoir sur mon écran et de regarder une femme briller, de faire des choses extraordinaires, moi, ça me donne automatiquement le courage de faire de même. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je fais partie du mouvement Women in Global Health, qui est un mouvement qui fait la promotion du leadership des femmes en santé publique. Parce qu'on veut avoir des femmes qui dirigent dans toutes les instances de santé publique, mais au sein même de l'architecture de la santé publique et des systèmes de santé. Les femmes offrent, à 70%, c'est elles qui donnent les soins quand on parle de santé. Mais elles ont très peu de place quand il s'agit des personnes qui dirigent. Donc, si elles sont la majorité qui donnent les soins, qui offrent les services de santé, il faut bien qu'on ait aussi assez de femmes au niveau décisionnel. Donc, Women in Global Health, ce mouvement-là, qui est un mouvement qui est dans plusieurs pays, sur différents continents, je fais partie de l'équipe du Niger. Et de charger le plaidoyer là-bas. Et vraiment, le travail que nous faisons, c'est de faire un mapping de ces femmes leaders-là en santé publique au Niger, mais dans la sous-région aussi. Et puis de pouvoir faire lumière sur ces femmes-là, afin justement que les autres qui ne savent pas qui sont ces femmes les connaissent, que les jeunes qui sont encore en médecine ou qui décident encore ou qui sont dans la santé publique mais qui ne décident pas, qui ne savent pas encore, de voir le travail que ces femmes-là font pour pouvoir s'inspirer, aller apprendre de ces femmes-là. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment de collecter ces données-là pour aller chez l'exécutif, pour aller chez les décideurs, pour leur dire voilà ce que vous pouvez faire quand vous avez plus de femmes en poste de responsabilité. Voilà économiquement ce que ça vous apporte. Voilà ce que ça apporte comme changement positif dans la communauté. Quand vous avez plus de relais communautaires femmes, voilà ce que ça donne. Quand vous avez des femmes chefs de CSI, directrices d'une direction de régionale de santé, voilà ce que ça donne. Quand vous avez une femme ministre de la Santé, une femme première ministre, etc., voilà ce que ça donne. C'est un peu le rôle que nous, on joue en tant que Women in Global Health. Donc, à différents niveaux, non seulement aux jeunes, mais aussi aux femmes qui sont dans ces domaines-là, de partager leur expérience. Il faut déjà les identifier, mais aussi d'aller au-delà en faisant une sorte de plaidoyer. Et personnellement, même en dehors de ça, je fais du mentorat. C'est pas forcément du mentorat, mais c'est un partage d'expérience. Je ne pense pas que je puisse mentorer tout de suite quelqu'un sur de A à un point B, mais c'est de partager mon expérience justement pour que quelqu'un puisse savoir déjà que ça, c'est possible. Parce que quand nous, la médecine qu'on nous enseignait, la majorité, nous, on pense que la médecine se résume à être docteur en médecine. Je reste généraliste si je n'ai pas d'opportunité ou si je ne suis pas trop intéressée à aller au-delà. Ou bien je fais mon résidenat. Donc la majorité des gens en médecine pensent qu'on s'arrête à ça. Alors qu'il y a la recherche. On peut bel et bien être médecin, pédiatre, gynécologue, neurochirurgien et still faire de la recherche parce que c'est ces résultats de cette recherche-là que les gens d'un ministère de la Santé publique peuvent utiliser pour améliorer la vie des populations. Le meilleur programme de santé va se greffer sur des résultats d'une étude sérieuse qui peut être généralisée. C'est quand les solutions d'un problème de santé se trouvent toujours dans la population. Ce n'est pas l'experte que je suis qui va venir m'asseoir dans un bureau, écrire des beaux documents, qui va délivrer un bon programme. Le bon programme de santé publique répond aux problèmes de la solution vient des populations. Et d'où vient ça? C'est quand on fait de la recherche et qu'on va chez les populations. En ce moment, on sait c'est quoi la meilleure réponse, comment on change le système qui favorise justement la solution de ce problème-là. Donc, moi, c'est un partage d'expérience comme ça que je fais pour que nos camarades, nos collègues médecins ou les jeunes, beaucoup plus jeunes que moi qui sont en train d'étudier médecine, comprennent que on peut faire de la santé publique, on peut on va dire, diriger dans tout ce qu'on fait, pas forcément en allant faire un master santé publique ou un doctorat en santé publique, mais il y a des manières de le faire et il faut absolument qu'on aille au-delà du fait que quand on va en médecine, c'est juste pour être médecin. Malheureusement, si le système de santé n'est pas bon, le médecin ne peut pas bien faire son travail. Malheureusement, qu'on ait
assez de médecins pour la population si le système de santé n'est pas bon, s'il n'y a pas de politique de santé publique adaptées, le médecin ne pourra pas bien faire son travail, on n'aura pas de bons résultats. Donc, on est obligé d'avoir un bon système de santé et pour ça, on est obligé d'avoir des experts santé publique qui puissent faire en sorte que le système fonctionne pour que nos camarades qui veulent faire de la médecine générale, de la médecine clinique puissent aussi bien pratiquer. Non, très bien. C'est bien compris. Et ce que tu as dit, tes derniers arguments résonnent très bien avec l'objectif de ce podcast, c'est d'aider les médecins à comprendre qu'au-delà de la médecine clinique, il y a plein d'autres choses à faire pour contribuer à la santé des populations. C'est l'un des objectifs qui m'anime lorsque je tiens ce podcast. Alors, Dr Barry, si tu es d'accord, on va maintenant explorer ta spécialité. On a bien compris pourquoi est-ce que tu as fait santé publique, ça c'est très clair. Maintenant, je souhaite savoir, peux-tu partager avec nous pourquoi est-ce que tu as choisi Health System and Policy? Ah, mais c'est ce que je viens de dire. Alors, ça vient du fait que moi, j'étais humanitaire avant de venir faire santé publique. Donc, moi, j'implémentais un projet de soins de santé primaire dans une région affectée par la crise au Niger et qui partage ses frontières avec le Mali et le Burkina. Donc, ça, c'est une des choses qu'on partage avec ces deux pays-là en dehors de la crise politique. Donc, moi, mon travail en ce moment, c'était d'implémenter un projet de répondre aux besoins des populations affectées par la crise, mais des populations hautes en termes de santé, soins de santé primaire, et puis des besoins en problèmes de santé mentale. Et donc, moi, je réponds à ces besoins-là en manageant une équipe de médecins, sages-femmes, infirmières, techniciens santé publique pour aller vers les populations déplacées pour offrir des soins, collecter des données. J'avais aussi... une autre partie de mon travail, c'est de m'assurer que le projet que nous, on implémente va de pair avec les politiques de santé locale. Donc, moi, je collabore avec les chefs CSI, je collabore avec la DRSP, je collabore avec les districts sanitaires. Donc, et à partir de ça aussi, j'ai une collaboration avec les autres ONG qui sont sur le terrain avec moi et l'organe de régulation un peu des ONG humanitaires qui est OCHA des Nations Unies. Donc, le fait que je travaillais directement avec les populations, je travaillais avec ceux qui implémentent le programme de santé au niveau des représentants du ministère de la Santé, donc le district, le CSI, en commençant par la DRSP, ça m'a montré en fait que différentes choses. Première chose, c'est que tout ce travail que l'on fait, c'est que pour la population. Il faut que ce soit pour la population, absolument, la finalité, elle est là. On sert ces populations-là. Maintenant, quand le projet que moi j'écris, il ne répond pas aux besoins de ces populations-là, c'est qu'il y a un problème dans le système où on n'a pas regardé ce qu'il faut faire. Et je me rends compte que souvent, on écrit le projet, il est très bien, on sait que c'est ça qu'il faut faire, mais le système ne le permet pas. Le système qu'on a mis en place ne permet pas de pouvoir répondre à ces besoins-là. Le système qui existe ou qui a été mis en place depuis, il est obsolète, il ne peut pas faire en sorte qu'on puisse avoir nos résultats. Je te donne un exemple. On a un programme où on peut prendre en charge des patients qui ont des troubles de santé mentale, qui sont dans des villages éloignés. Mais ces patients-là, nous, on ne peut pas les voir tous les jours, on y va périodiquement. Donc, il faut qu'on s'assure quand même, on ne peut pas leur donner un stock de médicaments parce qu'ils ne peuvent pas gérer un stock aussi de médicaments aussi sensibles que les médicaments de santé publique. Donc, il faut que le système de santé qui soit là puisse être capable de réceptionner et de gérer tout ça pour que ces patients puissent être là. Et nous, on n'a pas de psychiatre. Le Niger, en ce moment, avec 4 psychiatres pour tout le pays, 26 millions d'habitants. Il n'y avait pas de psychiatre pour la région du Niger. Les chiffres ne sont pas différents, hein, trop pour le Burkina. Donc, ce que l'État avait fait avec MHCAP et tout, c'est de former des infirmiers, par exemple, pour pouvoir, on va dire, suivre ces patients-là pour des maladies spécifiques en termes de santé mentale. Donc, si on n'a pas, c'est pas tous les CSI qui ont cette formation, par exemple. Donc, ce n'est pas tous les CSI qui peuvent suivre un patient qui a une schizophrénie, par exemple. Donc, du coup, il faut que le système puisse s'adapter à ce qu'il y a pour qu'on puisse avoir des solutions.
Donc il faut que, même si on n'a pas l'argent qu'il faut en ce moment, il faut réorganiser le système dans le sens où on puisse délivrer des soins et qu'on puisse faire des suivis. Et que si le système n'a pas les moyens, que le système puisse collaborer avec d'autres personnes, mais que le système s'assure que les gens qui vont collaborer vont s'aligner sur les besoins fondamentaux des populations et ce que le ministère a mis en place, pas qu'on vienne nous apporter un projet qui a été déjà écrit et qu'on s'adapte. Parce que ça aussi c'est un problème que j'avais vu avec les ONG. Beaucoup viennent avec leur projet. Déjà, l'argent est disponible, le projet est déjà là, alors que ça ne correspond pas aux besoins, à la réalité de la population. Donc c'est pour ça que je suis allée dans les systèmes de santé. Il me faut... Les problèmes que j'ai vus, c'est un problème qu'il faut régler à la... Et la racine, quand on parle de tout ça, ce sont les systèmes de santé. C'est les politiques de santé. Si aujourd'hui, j'ai les enfants de moins de 5 ans au Niger qui ont une prise en charge gratuite à l'hôpital, c'est parce qu'il y a une politique de santé qui a été implémentée basée sur le fait qu'il y a beaucoup de mortalité infantile, etc., etc. Si la césarienne est gratuite au Niger aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette politique-là qui a été implémentée, qui dit, voilà ce qu'il faut faire. Donc, pour moi, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut gérer à la racine et je retourne à la racine, c'est les systèmes. Ok, non, très bien, c'est très bien dit. Alors, docteur Barry, je sais que je comprends la carrière que tu as entamée, mais est-ce que tu peux, pour nos jeunes spectateurs, pour les gens qui se disent, ah tiens, il se peut que je fasse système de santé, politique de santé, mais qui se demandent quels sont les débouchés d'une telle spécialisation dans notre contexte, au Niger, au Burkina, au Cameroun. Est-ce que tu pourrais énumérer les différentes débouchés, les différentes opportunités après la formation? Alors, le système de santé, il faut savoir que faut pas s'attendre à, parce qu'on a étudié les systèmes de santé, aller tout de suite dire qu'on va se retrouver et travailler au ministère. Parce que, bon, c'est un peu ce qu'on voit au ministère de la Santé pour faire des politiques. Mais tout, je me rappelle, c'est une mentor qui m'a dit ça. Je lui ai posé exactement la même question quand j'allais choisir la spécialisation de mon master. Tout ramène aux politiques de santé. Donc, on peut travailler, on peut étudier les politiques de santé et travailler sur n'importe quel aspect de la santé publique. Et ça va nous ramener à ces politiques de santé. Quand quelqu'un fait de la recherche, on utilise des données qu'on peut utiliser pour informer les politiques et les systèmes de santé, les gens qui sont là-bas, que voilà des données dont vous allez utiliser pour. Vous pouvez travailler avec ces gens-là. Quand on implémente un programme de santé pour résoudre un problème de santé, on est aussi là-dedans. Quand on travaille dans la gouvernance en termes de santé publique, un des piliers des systèmes de santé, c'est pareil aussi. Quand on travaille dans la surveillance au niveau de la santé, c'est aussi pareil. Donc, quoi qu'on fasse dans la santé publique, à un moment donné, on est en train de servir les systèmes de santé. Soit on est en train de créer des données pour eux, ou on est en train d'implémenter quelque chose. On peut toujours retourner au système de santé. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir travailler dans n'importe quelle branche de la santé publique et de pouvoir s'assurer que intentionnellement, on sait que on veut peut-être un jour occuper un poste de responsabilité pour pouvoir faire des décisions, des lois et des politiques de santé qui vont améliorer la santé de la population. Et on ne peut le faire qu'en commençant à faire tout ce qu'il y a à faire sur la santé publique. Parce qu'un meilleur directeur régional de santé publique, un meilleur ministre de la Santé, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà vu tous ces aspects-là, qui connaît l'importance d'investir dans la recherche, qui connaît l'importance de faire ci, qui connaît l'importance des données ici, etc., etc. Donc, je pense que les débouchés, le master santé publique comme tel qu'il a été conçu, qu'il soit focalisé sur les systèmes de santé ou pas, la base qu'on donne, elle est assez intéressante, assez nécessaire pour qu'une personne puisse se retrouver soit à gérer un projet de santé, à gérer un programme de santé, maintenant si la personne peut gérer plusieurs projets en même temps, à faire de la recherche, c'est-à-dire que être l'investigateur principal, candidater pour avoir des subventions, pour mener une recherche sur le terrain, utiliser les données pour faire du plaidoyer, ou en communication de la santé qui va avec utiliser des recherches déjà utilisées et déjà faites, condenser ces résultats de recherche, la faire en plaidoyer et communiquer ces résultats-là.
Ça, c'est de la communication aussi de la santé. Ou bien, tout simplement, aller dans un ministère de la santé où on implémente des politiques et des programmes de santé. Donc, moi, je pense que quand on va vers un master en santé publique, on peut faire tout ça. Ce qui est bien, c'est que c'est déjà assez vaste. Il faut choisir ce qui nous intéresse parce qu'il faut faire les choses aussi qu'on aime. C'est en ce moment qu'on va apporter une meilleure contribution. Donc, dans cette pool-là de santé publique, est-ce que moi, c'est projet qui m'intéresse? Est-ce que c'est programme qui m'intéresse? Est-ce que c'est programme implémenté peut-être par une ONG internationale qui m'intéresse? Parce qu'à la fin, cette ONG est obligée de s'aligner avec les politiques locales. C'est-à-dire que c'est ça. L'ONG, c'est une ONG italienne, espagnole, États-Unis, USAID, une européenne qui finance. L'ONG, qu'elle soit locale ou internationale, quand elle travaille dans la santé, elle est obligée de s'aligner avec les politiques locales. Donc, il faut savoir un peu, est-ce que c'est l'humanitaire qui nous intéresse, par exemple? Pourquoi c'est l'humanitaire qui nous intéresse? Donc, il faut pouvoir identifier dans cette santé publique-là, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Il y a des gens, c'est que la recherche qui les intéresse, ils découvrent ça. Et les gens qui font de la recherche font partie intégrante aussi dedans. Donc, il faut pouvoir identifier ce qui nous intéresse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la partie gouvernance. C'est ce qui m'a amené un peu vers les politiques et systèmes de santé. Là, je suis dans la recherche. Faire ma recherche, gérer des programmes de recherche, des projets de recherche. Faire aussi des projets de renforcement de capacité des personnes qui sont des collaborateurs à différents niveaux. Ça me permet de comprendre beaucoup plus le côté recherche. J'avais travaillé dans un projet humanitaire de santé, soins de santé primaire. J'avais appris déjà quelque chose. Et une de mes mentors m'expliquait aussi que la santé publique, avant de pouvoir penser à être dans une position de gouvernance, il faut aussi penser à avoir l'expérience terrain, en fait. Parce que quelle que soit l'expertise qu'on a eue dans une classe, et c'est ce que j'aimais à Johns Hopkins, parce que un des requirements pour être admis dans le master, c'est soit être médecin ou avoir de l'expérience professionnelle en santé publique déjà. C'est que dans la classe, les gens discutaient les vrais cas. C'est pas une théorie seulement qu'on vient expliquer, on explique les théories, les frameworks et tout. Mais la vraie discussion, c'est qu'à côté de toi, c'est quelqu'un qui a travaillé peut-être 5 ans dans un centre de santé, c'est quelqu'un qui a travaillé avec tel gouvernement de je ne sais pas où, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'humanitaire pendant 5 ans. C'est des vraies expériences. Et on amène un vrai cas. Quand on étudiait la couverture sanitaire universelle, on amène un pays chez qui ça n'a pas fonctionné, un pays chez qui ça a fonctionné, et on regarde en termes de politique comment est-ce que ils sont partis de l'idée du problème même qu'il y avait, à comment ils sont arrivés à faire cette politique, à l'implémenter. Qui étaient les gens qui étaient les alliés? Comment une coalition a été formée? Comment le plaidoyer a été fait? Et qui étaient les acteurs? Donc, c'est ça qui est important aussi dans le choix du master qu'on fait. Très bien. Alors, Barry, est-ce que tu as une idée de ce qu'il en est de l'offre? Est-ce qu'il y a suffisamment de spécialistes en santé publique, option, système de santé et politique de santé? Par exemple, au Niger, est-ce que tu as une idée du nombre de médecins spécialisés dans ces domaines? Est-ce que la demande est grande? Système et politique. Mais je sais que j'ai beaucoup de collègues qui ont fait santé publique. Et il y en a même qui ont fait un résidenat en santé publique. Ça, c'est pas 2 ans, c'est 4 ans carrément. Ils vont faire tout ce qu'il y a dans la santé publique. Donc, j'en connais qui ont déjà un master santé publique, qui travaillent au Niger. Et j'en connais aussi pas mal qui travaillent dans la santé publique, mais dans l'humanitaire, par exemple, qui est aussi assez intéressant. Donc, je sais qu'il y a ça. Alors, la demande... Les médecins qui ne sont pas dans l'hôpital ou dans une clinique, forcément, c'est ceux qui travaillent un peu avec les ONG, qu'elles soient locales ou internationales. Donc, je sais que avant qu'on arrive peut-être à cette crise un peu à ce moment au Niger, il y avait quand même une certaine demande, mais il y avait aussi beaucoup de requirements, par exemple. Une ONG internationale a forcément besoin que la personne puisse parler une deuxième langue, qui est l'anglais, par exemple.
Parce que souvent, le bailleur, c'est un anglophone. Bon, après, il y a l'Union européenne aussi qui finance certaines ONG. Donc, il y avait quand même de la demande, mais la demande était beaucoup plus axée sur un peu l'humanitaire. Mais au niveau même du ministère, je ne sais pas s'il y avait assez de demandes parce que, bon, les postes de leadership dans un ministère de la Santé, forcément, un ministère en général, ce sont des postes un peu souvent politique, même s'il y a le technique derrière, il y a quand même une composante politique là-dedans. Donc ça, je ne maîtrise pas cette partie-là, mais je sais que quand on prend les différentes organisations internationales et les organisations locales qui travaillent dans nos différents pays, que ce soit au Niger, au Burkina, au Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Cotonou, tout ça, il y a quand même une demande. Et une des choses que Covid a fait, c'est que la Covid nous a montré l'importance de la santé publique, pas seulement pour nous, agents de santé, mais pour les gens qui financent en général les projets. Parce que après cela, il y a eu quand même beaucoup plus de... Les gens se sont beaucoup plus focalisés à comprendre et à financer les projets de santé et les programmes de santé. Donc, il y a une certaine demande au niveau des organisations locales ou internationales. Souvent, ils ont les mêmes bailleurs. Souvent, ils n'ont pas les mêmes bailleurs. Mais il y a une demande sur ce côté-là. Voilà. Non, très bien. Alors, Barry, une petite question pour te taquiner. Et comme je sais que les jeunes, c'est une question qui les intéresse, souvent avouée, parfois non avouée, est-ce que tu penses que quand on fait santé publique, système de santé, politique de santé, c'est une spécialité qui nourrit bien son nom comparé aux autres spécialités de santé publique et comparé aux spécialités cliniques? Ah, ça dépend de qui emploie. Qui est l'employeur? Ça, c'est une question très pertinente. Je suis sûre que travailler dans le public ne paye pas comme quelqu'un qui travaille dans une ONG locale. Ça ne paye pas une ONG locale et une ONG internationale. En plus, quand on est expatrié, ça ne paye pas de la même manière. Donc, il y a ces différents niveaux-là et chacun doit réfléchir parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Quelqu'un qui n'a pas un épanouissement dans son travail ne peut pas penser à travailler pour le bien d'une population. Et donc, il faut que la personne puisse s'assurer de ce quoi ce sont ses besoins personnels, je ne sais pas, besoins familiaux, c'est des décisions importantes de la vie. Mais moi, le premier point fondamental, c'est d'abord de pouvoir aimer quelque chose. Parce que quand on aime quelque chose, c'est vrai, le côté financier est extrêmement important, mais il faut que le fait d'aimer quelque chose puisse venir d'abord. Donc, il faut se poser ces questions-là et c'est des questions assez personnelles pour chacun qui peut dépendre de différentes personnes. Moi, j'avais un collègue quand j'étais dans l'humanitaire qui a quitté l'humanitaire pour aller dans la santé publique, dans le public. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de discussions, mais pourquoi est-ce qu'il quitte Il y avait deux cas de figure. Il y en a qui disaient, mais pourquoi il quitte une ONG internationale, même si on sait que les conditions de travail dans une zone d'insécurité sont extrêmement difficiles, mais il quitte ça pour aller travailler, par exemple, pour l'État, pour être chef CSI, par exemple. Mais il y a aussi le cas de figure où les gens disaient, mais ça, c'est extrêmement intéressant parce que il va diriger tout un CSI qui donne des soins à toute une partie de la population. Et les gens le voient comme une sécurité aussi parce qu'un emploi, il faut le dire, d'une ONG, elle dépend d'un financement. Un emploi chez un autre employeur qui n'est pas l'État dépend forcément de financement ou de timing. Un projet, par définition, a un début et une fin. Donc, si on est recruté pour travailler sur un projet, c'est qu'il y a un début et une fin. Donc, ça dépend du tempérament des gens. Il y en a des gens qui aiment la stabilité, qui aiment pouvoir redonner à la population, mais qui aiment la stabilité. Pour ces gens-là, aller travailler pour l'État, si on a la capacité, mais très vite, ça peut le faire s'il y a la possibilité, parce que les postes aussi, comme je le dis, pour l'État, c'est des postes politiques en plus d'être techniques. Donc ça, c'est un point. Pour les personnes qui ont besoin, qui n'ont pas peur de l'incertitude, mais qui ont besoin de beaucoup plus de challenge, aller hors de l'appareil de l'État, c'est intéressant parce qu'on explore d'autres choses, on explore d'autres possibilités. Peut-être on a une meilleure paix. Et on peut toujours revenir à l'État parce que l'État ne le quitte pas. L'État sera toujours là. Le ministère sera toujours là. La DRSP sera toujours là. Le CSI seront toujours là. Donc, ça dépend vraiment des uns et des autres. Donc, ça, c'est un point.
Donc, les gens qui n'ont pas peur de l'incertitude, mais qui veulent les challenges et l'aventure, peuvent tenter tout ça parce que ça leur donne différentes expériences professionnelles avant de revenir peut-être pour travailler pour un programme national ou pour une DRSP, etc. J'en connais qui travaillaient en Europe, qui sont retournés travailler pour travailler pour l'État et ils étaient super heureux. Et là, ça montre que ce qui les intéresse, c'est vraiment le travail, c'est l'épanouissement qu'il y a dedans, c'est le résultat, c'est l'impact. Ce n'est pas forcément le salaire, parce que quelqu'un qui est payé en dollars, mais qui retourne être payé en francs CFA, on voit quand même tout de suite la différence. Mais vraiment, ça dépend des gens, de la carrière qu'on veut faire, et je pense que ça dépend aussi de où on est à un moment donné de la vie. Moi, quand j'avais terminé ma médecine, que j'étais médecin généraliste qui fait de la médecine clinique, j'ai senti le besoin qu'il me faut aller, je peux aller faire mon humanitaire. À ce moment de ma vie, c'était parfait pour moi. Je suis allée, c'est l'un des plus beaux postes que j'ai jamais eu. C'est un travail dont je vais me rappeler toute ma vie. Parce que j'ai aimé ce travail, j'ai aimé aller sur le terrain, malgré la difficulté, les challenges qu'il y avait, j'ai aimé cela. C'était bon en ce moment pour moi. Et quand je suis allée au-delà de ça, je suis allée faire autre chose. Et j'aime ce que je fais aujourd'hui. Et ce qui est sûr, demain, peut-être je ne serai pas contente et épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. J'aurai besoin d'autre chose, etc., etc. Donc ça dépend de la carrière qu'on veut faire, de la projection qu'on fait, de l'épanouissement personnel dans le travail qu'on fait. Mais le financier est extrêmement important parce que quand on n'a pas de liberté financière, on ne peut pas se donner à fond dans des projets qui nous passionnent. Il faut d'abord que l'on mange, comme on dit. Non, très bien, c'est compris. Alors, Barry, dis-nous, actuellement dans ton métier, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes différentes responsabilités, quelles sont tes tâches au quotidien pour qu'on comprenne voilà, ce que tu fais et ce que, par exemple, fait Health System and Policy, ça correspond à quoi concrètement dans la vie de tous les jours? Mais c'est En ce tout que cas, j'expliquais. Mhm. Oui, c'est ce que j'expliquais. Moi, j'ai fait le System and Policy. Le travail que je fais tous les jours, c'est pas du Health System and Policy parce que moi, je suis gestionnaire de programme de recherche. C'est ce qui veut dire que on a une idée de faire telle recherche. Moi, je m'assure que tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer cette recherche-là, la documentation qu'il faut, les gens qui vont collecter les données. Moi-même, je fais de la recherche. Donc, les données, quand quelqu'un les a collectées, on fait les analyses, on écrit, on partage. Mais on a aussi à côté des projets de renforcement de capacité. Tel collaborateur dans tel pays a besoin de telle chose sur le cancer. Donc moi, on a un pool et un grand nombre de personnes experts dans le domaine de la santé avec mon chef, l'institution qu'il a créée. C'est qu'il a des experts de santé sur le cancer partout dans le monde. Donc moi, je vais à la rencontre de ces différentes personnes pour dire voilà ce que j'ai identifié, ceux-là, ils veulent qu'on renforce leur capacité dans telle chose sur la recherche. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Donc moi, c'est de pouvoir prendre ces différents experts de partout. On a fait un workshop au mois de fin avril récemment sur la recherche, de l'idée même de recherche jusqu'à la publication scientifique pour la médecine clinique, par exemple. Et on avait des experts de Johns Hopkins, de Harvard, de Oxford, University of Virginia, de la Floride, qui étaient venus justement enseigner des étudiants en médecine, des résidents et des jeunes profs de santé de la Jordanie, par exemple. Initialement, c'était pour la collaboration avec l'université de médecine, la fac de médecine de Jordanie, mais on a ouvert aussi à d'autres personnes qui sont en Afrique. Et c'est des choses comme ça qui m'intéressent et c'est là où je me dis aussi que le fait que je sois venue ici, il faut que les gens qui sont aussi chez moi puissent en profiter. Si moi j'ai accès aux meilleurs experts en termes de cancer ici aux États-Unis et que moi je connais cette personne, il faut que je sois un catalyseur pour que cette personne puisse transmettre cela aux personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir être aux États-Unis en ce moment. Donc, si quelqu'un... C'est vraiment le travail que je fais, en fait. Voilà. Ok, non, très bien, c'est clair maintenant, je comprends. Voilà. Donc, c'est pas que tu apportes vraiment ton expertise de
health system and policy, mais c'est vraiment de la santé publique, c'est de la recherche, c'est beaucoup Oui. plus Je transversal suis que vraiment cela. dans la recherche, oui. Ok, non, c'est clair. Alors, docteur Barry, ça fait 1 heure qu'on discute. Je te pose une question avant qu'on ne clôture. Quelles sont les perspectives pour santé publique, notamment pour système de santé et politique de santé en Afrique dans les 10-15 années? Comment est-ce que tu vois ta spécialité évoluer? Ce que je vois en termes de santé publique, c'est que c'est quand même assez intéressant que des jeunes commencent à comprendre que on peut aller au-delà de la médecine générale. Et même si on a énormément besoin de médecins, on a besoin de former beaucoup plus de médecins justement qui voient les patients, parce que c'est ça la finalité. Il y a ce point-là. L'autre point aussi, c'est qu'on a une population jeune, mais très très jeune, le Niger à l'instar d'autres pays africains. C'est que la jeunesse est quand même, elle se réveille, on va dire. Elle se réveille, elle veut faire des choses. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont réussi à faire des choses puissent partager leurs expériences avec ces jeunes-là pour qu'ils puissent, on va dire, éviter des choses que quand quelqu'un fait quelque chose, ce qui est bien, c'est en partageant son expérience, la personne peut aller beaucoup plus vite. Donc, il y a ce côté-là que je vois. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que des personnes sont beaucoup plus engagées et ouvertes et à comprendre que c'est nous qui allons créer nos propres solutions en Afrique, qu'on ne peut pas continuer à attendre que des experts viennent de partout pour venir nous amener leur expertise. Parce que le problème, c'est que l'expertise, il faut la localiser, il faut mettre ça dans le contexte local. Et le fait qu'un expert d'ailleurs qui ne connaît pas les réalités de nos pays amène une expertise avant de pouvoir moduler cette expertise-là, la rendre locale, on aurait déjà perdu du temps et peut-être le programme n'a pas fonctionné. Donc le fait d'avoir des experts locaux de chez nous, c'est extrêmement important et c'est pour ça que je dis que c'est bien qu'il y ait beaucoup plus de jeunes maintenant qui pensent à la santé publique, même si c'est des gens qui sont restés dans la clinique, il faut quand même qu'on ait beaucoup plus d'expertise dans ce domaine pour pouvoir améliorer non seulement les conditions de travail des médecins, mais aussi pouvoir améliorer le système de santé pour qu'on puisse avoir de meilleurs résultats au niveau des populations. Donc c'est un peu ce que je vois et ça m'intéresse, je vois de plus en plus de personnes prendre connaissance que notre expertise elle est importante, que demain, moi, je me retrouve en Afrique à diriger un programme de santé, que je ne vais pas forcément aller chercher différents experts qui sont hors d'Afrique, mais que j'ai des experts aussi en Afrique. Et d'ailleurs, je vois les gens revoir et redéfinir un peu l'expertise même. L'expert, souvent, on a l'impression que l'expert, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Mais quand je suis dans un village, que j'ai un problème de santé, l'expert, c'est la chef CSI qui est là, qui connaît le problème, qui connaît les populations. L'expert peut être le membre de la communauté, la relais communautaire qui connaît ces gens, qui connaît pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas ce programme-là que j'ai mis en place, qui connaissent pourquoi ils refusent de vacciner ces enfants-là alors qu'on a mis tout ce qu'il faut. Donc, il faut que les gens arrivent à ce niveau-là de se dire, je veux chercher, oui, les experts qui ont les diplômes, qui ont étudié, parce que c'est très, très important. Mais il faut s'assurer aussi qu'on associe à ça la connaissance du terrain, les gens même qui connaissent leurs problèmes, amener le moment où on est en train de rédiger les solutions. C'est pas on rédige les solutions, on fait tout, on cherche le financement, on a tout. En ce moment, on vient voir le chef du village, on vient voir le chef de la communauté pour dire on va implémenter. Mais prenez ces gens-là qui sont affectés par les problèmes comme acteurs au moment même où vous réfléchissez dans la solution. C'est comme ça qu'on va arriver un jour à régler un problème. Quand quelqu'un a un problème, vous lui parlez du problème au moment de la recherche de la solution. Quand la solution va sortir, cette personne va appliquer. Mais vous amenez une solution toute cuite, la personne ne la comprend même pas. Oui. Donc, je vois cela vraiment parmi les gens engagés que je côtoie dans la santé publique. Africa CDC a fait un excellent travail en réunissant les jeunes pour la seconde fois en Zambie. J'y étais l'année dernière pour leur conférence internationale de santé publique. Ils ont fait une pré-conférence où ils ont convié seulement des jeunes dans la santé publique de par l'Afrique pour justement éveiller les consciences de ces jeunes-là, pour les faire rencontrer aussi tous ces experts au niveau continental de ce que les gens font dans différents pays pour que les gens apprennent des uns et des autres. J'avais dit, je me rappelle à cette conférence que
C'était très important qu'on nous ait réunis en Zambie dans ce bel hôtel pour parler des problèmes de santé, mais il ne faut pas qu'on attende qu'annuellement de se réunir pour parler. Il faut qu'il y ait des partages d'expériences périodiques sur différentes plateformes, comme ce que tu es en train de faire, pour que le jeune qui est à Kaya, le jeune qui est à Bobo Dioulasso, qui a besoin d'une connexion Internet et d'un téléphone, qui s'assoit et qui écoute et qui se dit, tiens, je veux faire ci, je veux faire ça. Donc, je pense que les jeunes sont vraiment en train je vois beaucoup de vagues de jeunes qui sont même pas médecins maintenant, mais qui sont en train de bifurquer un peu vers la santé publique parce qu'on comprend un peu l'enjeu. Donc, vraiment, je pense que la trajectoire, elle est tracée, mais il y a énormément de choses à faire. On a du grand boulot parce que les jeunes aussi... on nous appelle sur différents trucs, les gens sont un peu partagés. Et je parle de liberté financière. Je l'ai dit sur un panel en Zambie en expliquant que arrêtez d'appeler les jeunes pour venir faire vos campagnes, pour venir porter un projet. Donnez-leur du vrai travail et donnez-leur la capacité de travailler. Moi, c'est parce que mon chef qui m'a recruté en tant qu'humanitaire a cru en moi assez pour me donner ce poste-là. On m'a dit, mais elle était trop jeune, elle ne connaît pas le village. Je me rappelle le jour où j'ai fini ce projet-là, quand je quittais pour les États-Unis, quelqu'un m'a dit, vraiment, on a tous pensé qu'après une semaine, tu vas retourner à Niamey parce que c'est des conditions difficiles. Donc, ça, c'est parce que quelqu'un a cru au fait que moi, j'ai la capacité d'aller travailler dans des conditions difficiles. Si quelqu'un m'a donné cette capacité-là, il faut que je puisse aussi donner cette capacité-là à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Donc, il faut que les jeunes, qu'on les amène à la table de décision, qu'on leur donne leur chance. On ne peut pas demander à un jeune médecin qui vient de sortir, qui a 1 an d'expérience professionnelle, qu'il faut 10 ans d'expérience professionnelle, 5 ans. L'expérience, elle est importante, mais donner aussi la chance aux jeunes, où que l'on soit, aux jeunes et aux femmes. Parce que les femmes, on ne les voit pas. Elles font médecine, ensuite, parce qu'elles doivent prendre soin de la famille et de tout ce qu'elles font, qui n'est pas rémunéré. Elles n'ont même pas le temps d'aller se former pour faire cet anglais, pour aller faire ce master. Elles sont confinées dans des rôles qu'on leur a donnés. Donc, il faut qu'on lève ces obstacles-là. Pour les femmes et pour les jeunes, pour qu'on puisse aller au-delà de ce qui est conçu traditionnellement. C'est obsolète, ça ne fonctionne plus. Il faut qu'on aille au-delà. Non, ça c'est un appel qui est très fort. Merci Barry. Alors Barry, avant de terminer, je te pose une question. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant? Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise et que tu souhaites partager avec nous? Est-ce qu'il y a une chose que tu as appris? Que l'échec n'est pas une fatalité, mais absolument pas. Que les plus belles choses d'ailleurs viennent du fait qu'on ait échoué dans quelque chose. Et le fait qu'on n'ait pas eu quelque chose, c'est pas la fin du monde. Il y a sûrement mieux qui attend. J'aurais aimé apprendre ça quand j'étais en train de commencer ma fac de médecine. Ça m'aurait fait gagner du temps. Mais je ne regrette rien sur le parcours. Mais j'aurais voulu apprendre cela voilà. Et aussi que le fait d'être différent dans un environnement, ça ne veut pas dire qu'il faut nous ajuster forcément. C'est peut-être que l'environnement n'est pas ce qu'il nous faut en ce moment-là. Qu'il faut peut-être sortir de cet environnement-là. Quand on comprend que là, on est dans sa position, on sait que là, on est valorisé. On peut toujours retourner dans cet environnement pour améliorer les choses. Mais que j'aurais voulu apprendre cela avant d'attendre de quitter le Niger pour le comprendre, par exemple. Non, très bien. Ce que tu dis résonne beaucoup à moi. Je suis d'accord. Personnellement aussi, dans des expériences très récentes, j'ai compris que l'écosystème ne devrait pas nous amener à changer et que quand ça ne va pas, peut-être que c'est à nous de quitter pour ne pas changer ou en tout cas pour continuer à être nous-mêmes, pour être alignés avec nous-mêmes. Alors, Barry, dernière question, c'est promis. Okay. Trois conseils forts que tu donnes à des jeunes filles, cette fois-ci vraiment à des jeunes filles, à des jeunes médecins qui ont fait médecine en Côte d'Ivoire, à Niamey. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil de ton expérience, de ta forte expérience, de tout ce que tu as appris jusqu'à là, qui, il faut le dire, bien que tu sois jeune, est impressionnant? Merci. Première des choses,
il faut pas rester dans le cadre qui a été défini pour nous. On a défini pour les filles et les femmes que voilà ce qu'elles doivent faire, qu'il faut faire ci, ça seulement. Une fille doit faire ça, une fille ne doit pas faire ça. Il faut sortir dans ça. Il faut aller au-delà de ça. Faites ce qui vous plaît, mais ayez en tête que vous allez rencontrer des difficultés parce que les gens ne sont pas habitués à voir des filles qui font ce qui leur plaise, qui étudient ce qui leur plaise, qui vont au-delà, qui vont aller vers leurs objectifs. Parce que malheureusement, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et tout le travail que l'on fait, c'est pour dépasser ça, pour qu'on n'ait pas à donner ce genre de conseil à quelqu'un demain, que la personne se lève, qu'elle étudie ce qui lui plaît, qu'elle aille vers le métier qui lui plaît et qu'elle se donne les moyens de le faire. Que tout ce qu'on te dit dans la société qu'une fille ne doit pas faire, qu'une femme ne doit pas faire, ah, tu es médecin et tu veux partir faire la spécialisation et le mari et les enfants. On ne dira jamais ça à un homme qui dit qu'il va aller se spécialiser. On le dit seulement à une femme. Une femme a un enfant, elle n'a pas fait l'enfant seule, elle l'a fait avec son mari, mais on ne dira jamais à un homme, mais tu as une femme, tu as un enfant, pourquoi tu vas aller te spécialiser? Alors qu'on dira ça à la femme, et j'en connais tellement qui ne vont pas et qui ne veulent pas aller le faire parce que tout simplement, elles se posent cette question. Première des choses, il faut être conscient des enjeux, il faut être conscient qu'il y aura de la résistance jusqu'à ce qu'on arrive à une société égalitaire, mais il ne faut pas lâcher à cause de ça. Premier point. Deuxième point, même quand c'est difficile, c'est comme ça que les gens ont fait. Ça peut être difficile, le fait de quitter son pays, de quitter le système éducatif qu'on connaît, ça peut être challengeant, on peut être refusé à avoir des noms plusieurs fois, mais ça ne devrait pas vous arrêter. Troisième fois, il faut rêver. Quand on ne rêve pas, on ne fait rien dans la vie. Il faut rêver. Toutes les personnes que je connais, que j'admire, qui ont réalisé de grandes choses, ont été capables de rêver un jour. Même s'ils ne sont pas capables de conceptualiser ou de visualiser clairement ce rêve-là, ils avaient quelque part l'ambition et le rêve. J'ai toujours voulu faire de la santé publique dans une université américaine jusqu'à ce que je visite Johns Hopkins. Je ne pouvais pas penser à un jour que moi, je pourrais venir étudier dans une université où on me donnera une bourse pour étudier dans cette université de rêve. Mais je n'ai jamais abandonné sur le rêve. Et je rêve toujours. Donc, il faut être capable de rêver parce que si on ne rêve pas, on n'a pas cette chose-là qui fait qu'on affronte la vie. Voilà, donc l'échec, ce n'est pas un problème. On peut aller au-delà. Il faut sortir du cadre qu'on a défini pour nous. Il faut être conscient des enjeux, mais il faut aller au-delà. Et il faut être capable de rêver aussi. Et dernière chose, il faut apprendre, il faut continuer l'apprentissage. Même quand on ne peut pas avoir accès à Michelle Obama, on a YouTube. On ne peut pas avoir accès à telle femme qui nous inspire, on a YouTube. On peut aller chercher les conférences et écouter. Et on a les livres. Moi, le livre m'a tout donné. Donc, il faut lire. Quand on n'a pas accès à certaines connaissances du fait qu'on est dans un pays ou dans une zone éloignée, il y a les livres, il y a Internet. Aujourd'hui, on a accès à tout. Très bien. On ne pouvait terminer ce podcast autrement avec une poétesse. On termine en parlant de rêve et de lecture. Ouais. Tu restes fidèle à toi-même. Alors, merci beaucoup, Barry, de t'être livré à cet exercice. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton expérience, d'aider les jeunes femmes à peut-être faire comme toi. Et je te dis également merci. J'informe mon public que j'ai rencontré Dr Barry au Sénégal en 2016 à l'occasion du Yali qui s'est déroulé à Dakar. Voilà, c'était une très belle rencontre. Elle m'a marqué. Parce que c'était pour moi exceptionnel de voir une étudiante en médecine à l'époque, je pense, qui était également auteur, qui était primée. Et ça m'a fasciné. En tout cas, je suis très content d'observer ton parcours, de voir que il n'y a pas je ne suis pas étonné de ton parcours, mais je suis très content de l'observer parce que depuis lors, ça se voyait que c'est quelqu'un qui irait loin. Je te souhaite de continuer à aller encore plus loin, à briller encore plus et à apporter beaucoup à l'Afrique, au Niger et à inspirer également d'autres jeunes femmes qui vont faire comme toi
de contribuer à la santé de la population, des Nigériens, de l'Afrique. En tout cas, développe bien ton expérience comme tu nous as expliqué c'est ton plan. Apprends beaucoup et reviens-nous grande, forte pour qu'on puisse faire bouger les lignes. Merci beaucoup Barry, je te souhaite un très bon week-end. C'est moi, c'est moi. Merci beaucoup, Gafar, et merci pour le travail que tu fais. À bientôt. Merci.